Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir, deuxième partie, et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank qui n'a pas indiqué le nom. Voilà, merci beaucoup Alexandre. Merci Stéphanie Demuru. Voilà, Raphaël Steinville, directeur adjoint des rédactions du JDD, ça je le sais. Bonsoir Raphaël. Et nous sommes aussi avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité Police. Bonsoir Jean-Christophe Couvi. Alors, bonsoir. On ne devait pas vous recevoir ce soir et c'est un plaisir de vous voir, mais pas vraiment une gaieté de cœur puisque c'est un effroi. C'est le drame à Nantes avec cette adolescente tuée par un adolescent de 15 ans, un camarade qui était au sein de cet établissement catholique de Nantes. 2 adolescents sont également blessés, une attaque au couteau. Votre première réaction ce soir? Ma première réaction va aux parents déjà des enfants qui ont été touchés par cet acte parce que en fait les citadelles aujourd'hui elles tombent une par une, j'allais dire la sacralité tombe. Vous envoyez vos enfants à l'école et en fait le soir vous les revoyez pas. Et je crois qu'il n'y a rien de pire parce que vous faites une confiance totale justement au système social, j'allais dire, où on va dans une école pour enseigner, pour recevoir un enseignement. Et en fait, le soir, on vous appelle pour vous dire non, votre enfant ne reviendra pas. Et ça, c'est effroyable et je pense que ça choque toute la population française. Et ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, on voit justement qu'on a une partie de cette jeunesse, on n'arrête pas de le dire, mais on le répète, qui est désinhibée devant la violence. Voilà. Ils n'ont pas d'empathie, ils sont capables du pire. Et en fait, j'ai entendu tout à l'heure le ministre qui disait qu'il fallait refaire une société, et j'allais dire une société surtout qui cesse de fabriquer des troubles psychiatriques. Voilà. Aujourd'hui, moi, quand on parle d'éco-anxiété, je vois des enfants qui sont atteints d'éco-anxiété parce qu'ils ont peur que la planète meure, etc. C'est qu'on leur met bien ça dans la tête. Et quand il y a des gamins de 15 ans qui ont écrit des manifestes, comme on a pu le voir, c'est que quelque part, il y a une structure autour de lui, un environnement qui fait que son cerveau, justement, reçoit ces informations. Et il faut savoir d'où ça vient. L'enquête va le dire. Oui. Avec les perquisitions, on va aller voir effectivement le téléphone portable, ce jeune de 15 ans. Les ordinateurs et tout, on va savoir comment il s'est structuré, comment on en est arrivé là. Et effectivement, je pense qu'il souffre de troubles psychiatriques. Oui, et la santé mentale, notamment de notre jeunesse aujourd'hui, est un problème prégnant et que les politiques devraient embrasser très rapidement et arrêter de nous faire du blabla et vraiment aujourd'hui s'attaquer à ça. Raphaël Steinville, vous vouliez intervenir quand Jean-Christophe parlait tout à l'heure. Parce que j'étais intéressé par ce que vous disiez, Jean-Christophe, parce que on a entendu le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parler d'ensauvagement, mais peut-être, et je pense que c'est probablement ce qu'il faudrait analyser de manière plus en profondeur, derrière cet acte fou de ce jeune homme, il y a une prose qui traduit un endoctrinement. On peut parler de la folie de ce jeune homme, mais le fait est qu'il est extrêmement construit. Quand on lit la prose qu'il a pu envoyer à tous ses élèves, on voit qu'il est nourri d'un imaginaire. Vous l'avez lu, Raphaël? Oui, pas dans son entièreté, mais dans les grandes lignes, avec des passages qui sont assez glaçants d'ailleurs. Mais c'est extrêmement structuré et ça fait référence à un certain nombre de pensées très radicales, notamment qui sont portées avec finalement des agents propagateurs qui sont à la fois un certain nombre de politiques, d'influenceurs et même de médias qui nourrissent cette éco-anxiété. C'est peut-être là, plus que dans l'ensauvagement de la société, qu'il faut creuser pour comprendre ce drame qui nous saisit d'effroi. Je vous propose justement, dans la lignée de ce que vous nous dites, Raphaël Steinville, d'écouter Bruno Retailleau qui déplore un fait de société et dénonce donc une société qui a encouragé, selon lui, le laxisme. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà pris, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence.
Alors Jean-Christophe Couvi, on peut adhérer aux propos de Bruno Retailleau. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une prudence et une pudeur à avoir après un tel drame. On pense évidemment aux victimes, et pour l'instant, inutile de rappeler qu'on ignore ce qui a conduit cet adolescent à faire ce geste. Mais il y a de ça. C'est vrai que je vous ai souvent entendu parler de ces mineurs. Hein. Vous disiez d'ailleurs 20% des mineurs, oui. Et 35% 20% des mineurs, c'est 20% des mineurs, je veux dire, dans la population française, ça représente 20% les mineurs, et en fait ils commettent dans les actes délictuels, ils commettent 35% de ces actes. Donc en fait ils sont surreprésentés. Et c'est ça aujourd'hui qui doit interpeller. Bah oui, c'est un fait de société. Alors il faut s'y attacher, s'y attaquer surtout, et après savoir qu'aujourd'hui on a une société qui a besoin de repères et de codes. Et en fait ces gamins, dont on le voit dans la rue, ils ont besoin à un moment donné de se confronter à la réalité. Ils vivent dans un monde virtuel souvent, mais justement c'est la réalité qui doit les ramener aux bases, et en fait on a raté les bases de certaines personnes, effectivement, de certaines éducations. Voilà, les bases c'est quoi? C'est l'encadrement, c'est avoir un objectif, etc. Quand on voit par exemple notamment dans le narcotrafic que les gamins aujourd'hui qui plongent dedans, eux ont accepté l'idée qu'ils passeront pas la trentaine, et donc ils veulent vivre à fond, tout cramer, et ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, y compris vendre de la drogue et tuer les j'allais dire leurs opposants entre guillemets, leurs concurrents. Mais on se dit qu'effectivement on a franchi encore un seuil. Et là, moi je vois cette violence désinhibée dans cette jeunesse. Et aujourd'hui, ça vient toujours d'un vide intérieur. Et donc c'est ce vide-là qu'il faut remplir. Mais la faute à qui, Alexandre Malafaille? Parce que c'est vrai que voilà, on est tous d'accord sur ce constat, sur ce diagnostic. Alors on peut encore parler des réseaux sociaux, mais enfin c'est vrai que c'est un fléau. Vous avez vu effectivement cette série dont on parlait, Netflix, Adolescence, ouais. Alexandre Malafaille, ça fait malheureusement écho. Hein. En fait, on a curieusement le sentiment que les pouvoirs publics, depuis une quarantaine d'années, prennent des décisions, une trentaine d'années, sans tenir compte des réalités et surtout de l'évolution du monde. Je vais remonter sur un sujet très précis qui est la fin de la conscription du service militaire, qui en soi pouvait être très bien compris pour plein de raisons techniques, mais qui s'est fait à un moment donné où on n'a pas vu l'émergence de ce qui allait devenir la toile, Internet, on n'a pas vu anticiper ce qu'allait provoquer effectivement l'évolution avec les technologies modernes, téléphonie, etc. Et donc en fait il y a une déstructuration qui s'est opérée à la fois dans l'intention de laisser plus de liberté, de dire finalement l'autorité c'est bien mais pas trop non plus, on revient un peu à Rousseau finalement, au côté bon sauvage, après tout laissons grandir puis on verra après, tout ça dans un monde qui s'est accéléré sur un plan technologique, et il y a cet impact incroyable des réseaux sociaux, on le voit très bien dans la série Adolescence, oui. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que derrière tout ça il n'y a pas un phénomène d'accélération, parce que il y a un problème de modèle de société, c'est sûr, on dit plus assez les choses, on transmet plus assez l'autorité, les valeurs sont pas suffisamment présentes, et le prof n'a plus le jour où on a un prof a mis une gifle à un élève, rappelez-vous, c'est une vingtaine d'années, et il a fait le 20h de TF1, et de tous les autres médias d'ailleurs, et on a dit, l'autorité ne peut plus s'exercer en classe. Donc tout ça est très profond. Maintenant, la question, c'est, est-ce que ça s'accélère? Est-ce que vous, de votre point de vue policier, d'homme de terrain, est-ce que, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il y a une accélération de cet ensauvagement, ou est-ce que c'est une tendance qui est là et qui continue? Il y a toujours une délinquance juvénile, mais là on sent vraiment que oui, il y a une accélération, et surtout c'est dans les actes. C'est-à-dire qu'à une époque il y avait des bagarres, mais on n'allait pas pour tuer son adversaire. Dans la bagarre, on lui sautait pas dessus à pieds joints pour le tuer. Enfin, je veux dire, on le finissait pas au sol entre guillemets. Aujourd'hui, on voit des gamins qui s'acharnent, à plusieurs d'ailleurs, souvent sur une victime, qui n'ont peur de rien. Mais l'influence des réseaux sociaux, de ce qu'on voit sur les jeux vidéo. Je pense qu'il y a un mix de tout. Une notion de bien ou de mal. Oui, voilà, la notion, c'est très manichéen, mais bien ou mal, voilà, on sait pas trop. Est-ce que, moi, je dis souvent que le premier policier de proximité, c'est les parents. C'est-à-dire, c'est quand même aux parents déjà de faire la justice et la police au sein du foyer. Souvent, les gamins, et on les voit, les gamins qui ont des problèmes, c'est qu'il y a déjà le premier environnement qui est lâche et qui ne fait pas son travail d'encadrement, d'expliquer les choses, etc. Après, on prend aussi nos enfants, souvent, trop pour des jeunes adultes. Il faut aussi je dis toujours, mais leur fiche la paix aux enfants. Ils ont besoin d'avoir leur monde imaginaire, et tout de suite on veut les plonger dans la réalité, dans la mondialisation, dans plein de choses, des problèmes, etc. Quand je vous dis encore une fois, j'ai des gamins qui sont atteints d'éco-anxiété, c'est les psys qui le disent. Hein. Moi, ça me rend fou. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est une nouvelle pathologie, et en fait, on met pas les moyens justement pour. Et donc la réponse, c'est le droit de vote à 16 ans. Non, mais cette éco-anxiété, Jean-Christophe, elle est nourrie par un discours qui est permanent dans les médias, portés par des politiques. C'est vrai qu'on vit dans une époque qui est singulièrement désespérée. Moi, ce qui me frappe, c'est que
finalement l'écologie qui est une valeur qui est belle en soi, qui est noble, et tout le monde devrait pouvoir admettre qu'il faut pouvoir respecter notre environnement. En fait, l'écologie aujourd'hui est devenue un nihilisme parce que le problème, l'homme est devenu le problème même de la nature. En tout cas, c'est comme ça que les écologistes aujourd'hui présentent leur combat. Donc c'est dans ce cadre-là. Il en parle énormément là, parce que moi j'ai pas eu le temps. J'étais là de lire cette lettre. Il en parle. Il en fait une sorte d'argument de. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est très argumenté. Oui. Mais il faut comprendre un petit peu les ressorts qui conduisent à cette réflexion. Et cette réflexion, elle vient, elle est finalement presque omniprésente, je dirais, dans un certain nombre de discours politiques portés notamment par l'écologie radicale. Et d'une certaine manière, on comprend mieux lorsque Gérald Darmanin, il y a quelques mois, quelques années, je sais plus exactement, parlait d'écoterrorisme, parce qu'on en est là. Dès lors que la société est devenue cet instrument du désastre, il faut abattre cette société pour pouvoir reconstruire. Après, il n'a pas tué cette jeune fille à cause de l'écologie, quand même. Enfin, le fait est qu'il y a moi, je ne sais pas exactement, et l'enquête le dira, mais le texte qu'il a porté à connaissance à tous les élèves de ce lycée dit très clairement ces choses-là, en tout cas. Oui. Alexandre Malafaye, avant de vous donner la parole, François Bayrou, lui appelle à un sursaut collectif face à la violence. Alors ça, c'est toujours terrible, ces phrases de ministre après un tel drame. Il veut des propositions concrètes en 4 mois, comme s'il n'y avait pas eu de violence avant. C'est assez insupportable à entendre, franchement. Justement, on parlait des réseaux sociaux. Que fait le gouvernement contre ces réseaux sociaux? Parce que vous parliez des parents, Jean-Christophe Couvi, mais enfin, quand vos gamins piquent les écrans derrière vous, on est tous au travail, vous voyez, c'est compliqué quand on est parent. Mais je dis pas vraiment. Que mes parents, c'est un métier super compliqué. Moi, je suis parent, moi aussi je me bats. Et vous êtes un père parfait, c'est compliqué d'être un parent aujourd'hui. Personne n'est parfait, on lutte tous, et ça touche toutes les classes sociales. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que quand je discute avec des amis qui ont aussi des problèmes avec leurs gamins, et c'est pas des enfants défavorisés, mais justement, ils ont même, à un moment donné, on se demande si les gamins, ils ont pas pris le pouvoir sur les parents. Et les parents savent plus trop comment faire. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les enfants, ils ont accès. Enfin, votre téléphone portable, c'est un outil énorme, magnifique quand même, parce que vous avez accès en même temps à la culture. C'est-à-dire aujourd'hui, vous posez une question, vous pouvez avoir une réponse dans l'immédiateté, etc. Vous pouvez vous construire et vous cultiver. Et en même temps, c'est un j'allais dire un fléau, parce que justement on regarde des réseaux sociaux, on voit des décapitations, des morts, des trucs, etc. Voilà. Il y a aussi après les chaînes, des chaînes privées, où vous regardez des séries. Moi, je sais pas, mais des séries interdites aux moins de 16 ans. Moi, je me rappelle d'une série, c'est Squid Game. Ma fille me disait en CM1 ou CM2, tous les enfants de la classe avaient vu la série interdite aux moins de 16 ans. Et je lui dis, mais enfin, et avec les parents. Les parents montrent les séries à leurs gamins et à côté. Et on se fait une soirée Netflix avec Squid Game. Je suis désolé, mais les gamins, à 21h, c'est au lit. Le matin, on se réveille, on parle. Parler aussi un peu avec ses enfants, parler de la journée, etc. Et aujourd'hui, souvent, je le dis, il y a des parents, ils ont plus de valeur pour leur téléphone portable ou leur tablette que leurs gamins. Ils savent même pas ce que leurs gamins font de la journée. Alexandre, je vous donne la parole. C'est promis dans quelques instants, juste après une page de pub sur Europe 1 Soir. Restez avec nous. Vous l'avez dit sur Europe 1. Ça, c'est une journée qui commence bien. Ah, mais carrément. T'as une très belle voix, donc c'était déjà un cadeau. Oh, quel charmeur. Je suis hyper contente d'être à l'antenne. Et je voulais vraiment dire aux gens que l'accueil que vous faites est très sincère. C'est incroyable, vous êtes une sacrée équipe. Quand on parle avec les gens, c'est merveilleux. C'est vraiment plus qu'agréable, on peut pas faire mieux là. Merci à votre équipe et merci Europe 1. Écoutez Europe 1, la radio libre. Europe 1, la radio libre. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Raphaël Steinville, Alexandre Malafaye et Jean-Christophe Couvi. Alexandre, j'avais promis de vous donner la parole. On parlait avec Jean-Christophe Couvi et Raphaël Steinville de la responsabilité des parents, effectivement, après ce drame à Nantes. Les parents d'aujourd'hui, notamment les parents d'enfants qui sont assez jeunes, évidemment, ce sont des grands enfants. Ils ont grandi dans un monde qui avait profondément changé. En fait, le problème, c'est que les jeunes sont toujours passionnés. Ça change pas. Enfin, heureusement, dire c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais sauf que le monde, lui, il a totalement changé. Il y a encore 30 ou 40 ans, je reviens toujours un peu en arrière, mais globalement, les sources d'influence, c'était la famille et l'école.
Puis après, il y a la rue dont on a parlé, qui est devenu un phénomène de société. On dit, ah oui, maintenant, il y a l'influence de la rue. Sauf que après, c'est passé Internet. Et derrière Internet, vous avez des entreprises complètes qui récupèrent tout ça avec tout ce qu'on appelle les algorithmes et d'où les biais cognitifs. C'est-à-dire que chacun rentre dans sa bulle. Ça, c'est un poison. Mais ça, à mon avis, c'est une vraie problématique parce que tout ça sert de terrain, d'accélérateur. On s'enferme dans des logiques. Donc, on prend une cause comme effectivement le climat, qui est une belle cause. Bien sûr qu'il faut s'en préoccuper. Heureusement que les jeunes se disent, il faut s'occuper de demain. Comme ça, c'est pas idiot en tant que tel. Sauf qu'on rentre dans des trucs complètement délirants. Voilà, moi, je me souviens d'une conversation il y a 1 an et demi à la maison avec la fille d'une amie, 14-15 ans, et puis elle était passionnée par la problématique Israël-Gaza. Je ne fais pas un dessin. Voilà, mais c'est parti très très loin. Mais à un niveau d'agressivité dans la conversation. Oui, puis après, vous vous retrouvez avec des algorithmes à 14 qui vous ans, elle dirigent était là-dessus. Sur un état de haine par rapport au sujet. Et hermétique à toute forme de raisonnement. Donc on en arrive à ce type de logique-là. Donc oui, il va falloir, j'entendais le ministre Retailleau dire on va mettre des mesures, des portiques, des machins, enfin j'en sais rien, mais ok, très bien, mais sécuriser c'est une chose, mais il y aura toujours des trous dans le filet, des mailles qui se casseront. Donc comment on fait pour réparer vraiment? Vous parliez de santé mentale, c'est un vrai sujet, mais il va falloir s'en donner les moyens, parce que tant qu'on n'aura pas une vraie démarche, de fait, on aura l'américanisation de la société, et heureusement, on le disait en aparté, heureusement il n'y a pas encore d'armes en France. Sur les portiques. Jean-Christophe Couvi. C'est une réponse du politique. Donc, on va mettre des portiques. Ok. Qui va gérer les portiques? Les policiers, c'est pas possible. On est déjà au taquet. Il faut qu'on protège déjà les prisons, parce que les prisons sont attaquées. Donc, nous, on doit être dehors pour protéger les prisons. Il faut qu'on lutte contre le narcotrafic. Enfin, je vous fais pas toute la liste, mais je veux dire, tout est prioritaire. Les rodéos et ces machins, voilà. Donc, qui va gérer ça? Donc, il va falloir, à un moment donné, ça va être pas non plus les professeurs. Donc, il faut, alors, moi, je suis d'accord pour embaucher peut-être des sociétés privées ou même d'autres fonctionnaires. Ça va faire hurler en disant, ouais, encore d'autres fonctionnaires, il y en a déjà trop, etc. Donc, il faut trouver une solution avec les portiques. Maintenant, vous empêcherez pas un gamin de rentrer avec un couteau en céramique. Voilà, le portique, il va pas se déclencher. Je veux dire, il y aura toujours des trous dans la raquette. Donc, encore une fois, si la réponse est dire, on va se blinder, on va devenir une société bunker et au fur et à mesure, on met du Kevlar dans la société et comme ça, on est à l'abri. Je pense qu'à un moment donné, il faut inverser les rôles et se dire, voilà, on a une problématique, il faut cibler où est la problématique et il faut y mettre les moyens. Et non pas, c'est pas des dépenses, c'est un investissement pour plus tard. Et à chaque fois qu'on parle chez nous, on parle toujours de dépenses publiques et jamais d'investissement public. Et la société, on peut investir dans cette lutte, justement, pour que ces gamins-là, qui vont devenir les citoyens de demain, soient équilibrés. Tout à l'heure, j'écoutais un psy qui disait qu'aujourd'hui, il a jamais vu autant de gamins qui tombaient dans la drogue. C'est les anxiolytiques, c'est la drogue, donc c'est le premier. En fait, comme il disait, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller voir des dealers qui vont nous donner de la drogue plutôt que d'aller voir un médecin ou un psychiatre. Voilà. Mais c'est un vrai fléau et c'est un problème. Et quand j'entends des politiques qui disent qu'il faut tout légaliser, et même la semaine prochaine, le 1er mai, qu'il faut aller dans la rue et que c'est l'insurrection, etc., etc. Tout ça, c'est des messages cognitifs dans la tête de nos jeunes et ça fait très mal. Raphaël Steinville. Oui, mais je pense que ce qui me paraît absolument essentiel dans ce que vous avez pu dire, c'est que on s'aperçoit que les mesures sécuritaires ne sont que des pansements. Ça vise peut-être à rassurer, mais on est dans une sorte d'illusion sécuritaire, c'est qu'on ne traite pas le mal. La vérité, c'est que notre société est malade, que notre jeunesse est malade. On l'a vu de manière particulièrement prégnante au sortir de la crise du Covid, où beaucoup d'études ont montré ce malaise presque existentiel qu'il y avait chez les jeunes qui avaient très mal vécu le confinement. Mais la vérité, c'est que rien n'a été fait pour répondre à cette angoisse qui saisit les jeunes. Bien au contraire, d'une certaine manière, les discours ambiants ne font que renforcer finalement cette désespérance chez eux. Où est l'espoir chez la jeunesse quand aujourd'hui finalement ils préfèrent sombrer dans une sorte de nihilisme toujours plus grand? Alexandre Malafaye, oui. Non, je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression que finalement, on ne fait que des constats d'impuissance. C'est-à-dire que le corps enseignant, vous êtes sans doute au contact du corps enseignant, vous les voyez. Voilà, on a l'impression qu'ils savent pas comment réagir par rapport à ça. Alors après, il y a un peu d'idéologie qui peut à un moment donné biaiser l'intention des uns ou des autres. Mais qu'est-ce qu'on peut leur donner comme moyen aujourd'hui pour mieux faire face à ça? C'est le 1 très profond. Les familles, je pense qu'on en parlait là aussi en aparté. Il y a forcément une grande détresse de la part des parents qui voient leur absence d'autorité s'exercer et qui constatent que leurs gamins sont dans des logiques, dans des dérives, etc. Mais après, il y a le contrôle familial, il y a les couples monoparentaux, il y a
le travail des uns, le travail des autres, le travail de nuit, tout ça qui fait qu'effectivement la famille d'aujourd'hui n'est plus comme elle était. Et donc là, comment on retisse quelque chose qui à un moment donné permet de dire voilà, on remet de l'ordre, on retransmet des choses, on garantit un peu de sécurité. C'est un travail monumental. Il va falloir repartir très tôt, très jeune. Mais là, s'il n'y a pas, enfin, je dirais, c'est plus qu'un sursaut. C'est un projet politique de société où on reprend le sujet à la base et où on mobilise tout le monde et on se donne 10 ans, 15 ans pour refaire une génération. Voilà, mais il faut le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un homme politique qui va vous donner une vision de la société dans 10-15 ans? Moi, j'en connais aucun. Voilà, De Gaulle le faisait. Enfin, il y avait des grands politiques qui étaient capables de vous dire voilà la ligne de conduite, voilà où je vais vous emmener. Là, ça va énormément changer avec effectivement l'intelligence artificielle qui va certainement changer le monde quand même. Oui, enfin, c'est pas l'IA qui va nous dire quelle société on doit avoir demain. À un moment donné, il faut pas inverser les rôles. Ça doit nous servir, mais pas nous servir. Ça va changer le monde, ça va changer la façon de travailler, ça va changer beaucoup de choses. Mais en fait, on a une société qui est en mouvement continuel et qui est bouleversée par rapport à ce qu'on a connu. Nous déjà, par exemple, quand on discutait avec nos grands-parents, on voyait bien que nous déjà, pour eux, on était des ovnis. On changeait tout le temps, ils comprenaient pas. Et aujourd'hui, nous, des fois, on comprend pas nous-mêmes nos enfants qui vivent directement. Bah oui, avec les téléphones portables, la connaissance, vous avez accès à tout aujourd'hui. Et ça dépend encore une fois ce que vous en faites de cet accès à la culture, à l'information, etc. Et donc, en fait, il faut aussi mettre des pare-feux des fois dans cette société. Et moralité, j'entends bien de dire oui, c'est l'affaire de tous, mais on fait quoi? Et à un moment donné, moi, j'attends aussi des fois qu'on ait des leaders qui nous disent, voilà où on va aller et accompagnez-nous. Et là, aujourd'hui, on va faire quoi? Des commissions qui vont réfléchir? Bruno Retailleau, appel à l'ordre, à la fin du laxisme. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Peut-être que, alors, je vais pas donner mon avis perso, mais en fait, encore une fois, dans pas longtemps, on va avoir des candidats à la présidentielle, en 2027. Donc là, peut-être qu'on aura des personnes qui auront effectivement des visions sur la société, qui veulent avoir et qui peuvent nous entraîner. On a besoin de leaders aujourd'hui, en fait. On a besoin de se raccrocher à des gens qui nous emmènent vers une société apaisée. Aujourd'hui, on a une société violente, mais violente aussi politiquement. Alexandre Lefebvre, juste un mot et on passe à un autre sujet. On est d'accord, mais est-ce que vous pensez que la vision, le leadership, c'est bien, mais derrière, il faut que ça suive? Est-ce que vous pensez, par exemple, alors vous êtes policier, c'est difficile de juger d'un autre corps qui suit des enseignants, mais est-ce que vous pensez que le monde des enseignants est capable de suivre une dynamique qui viserait à vraiment réinstaurer de l'autorité à l'école et de combattre toutes ces dérives? Mais je pense que le monde enseignant, déjà, faut le connaître. Nous, moi, je suis dans une fédération où on parle aux enseignants. On n'est pas les uns contre les autres, contrairement à ce que certaines personnes essaieraient de nous faire penser. Et en fait, les enseignants, aujourd'hui, ils ont aussi leur rôle à jouer. Et le policier va dans les lycées, dans les collèges, pour porter aussi la bonne parole et expliquer des choses. Il faut qu'on se connaisse. Alors, vous leur dites quoi? On leur explique ce que c'est, par exemple, l'utilisation de la drogue, comment, justement, le problème des réseaux sociaux, etc. On essaie de sensibiliser ces jeunes. Là, j'ai vu l'autre jour, il y a un ancien prisonnier qui a fait dans son camion, il a reconstitué une cellule, et en fait, il va dans les quartiers pour dire, voilà ce que c'est qu'une cellule où j'ai passé 7 ans de ma vie. Et quand les gamins vont là-dedans, disent, ah ouais, mais moi, je pensais pas que c'était ça. Ça change les réseaux, ce qu'on leur montre sur les réseaux sociaux. Et là, vous êtes dans le réel, vous n'êtes plus dans le virtuel. Et en fait, par exemple, les directeurs d'école nous disent, mais moi, par exemple, quand je prends des décisions, des conseils de discipline, en fait, systématiquement, pratiquement, les parents attaquent les décisions du conseil de discipline, prennent des avocats, on va au tribunal administratif, etc. On est dans une société hyper judiciarisée, à l'américaine. Et encore une fois, il va falloir à un moment donné arrêter et redescendre et se donner des objectifs atteignables.